Alors, on va déjà, dans cette deuxième partie de la matinée, comme d'habitude d'ailleurs, dresser le planning de la semaine. Là, je vais présenter globalement le sujet, l'approche astrologique des complexes psychologiques, et puis dans la semaine, régulièrement, et c'est pour ça que je vous demande d'avoir les thèmes des uns et des autres. Qui n'a pas les thèmes des autres? Il n'y a que Martine? Non, il n'y en a pas celui de Martine? Oui. Je vais les éditer, ou je peux les éditer aussi pour quelqu'un, quand je vais à Montignac, dès qu'il est ouvert, sur oui. USB. Oui. Oh ben non, je les ouvre moi. Puis chez Jardel? Oui. Ouais. Idée graphique, chez Thierry. Oui, c'est ça. En face de la mairie. À côté de la pizza. Ouais. Il y a je ne sais plus son prénom. Gilles. Il va les faire chez lui. Il va en prendre pour aller les photocopier chez lui parce qu'il les a pas. Il faudrait voir avec lui. On lui donne une pièce, il va bosser. Et Martine, par contre, on n'a pas celui de Martine. Oui, on a fait comme sort celui de Martine. On a celui-là. Oui, c'est important d'avoir les thèmes sous la main, parce que quand on va travailler sur chaque fonction, puisque Rudyard appelle ça des fonctions, on regardera dans chaque thème comment chacun le vit, comment chacun l'exprime, et comment on peut partager autour de chacun. Alors, si tu l'as, donc, si tu l'as, tu pourrais l'imprimer. Donc, vous arrangez entre vous. Bien. Alors, déjà, une vision globale de ce que Rudyard propose. Alors, quand on parle des complexes psychologiques, on pense tout de suite à Freud, à Jung, et puis à tout le travail qu'ont pu faire certains astrologues de correspondance entre les complexes d'Oedipe, de supériorité, d'infériorité, complexe de Carmen. Enfin, au début de ma formation d'astrologue, j'ai suivi les enseignements d'un astrologue qui était réputé, qui l'est toujours d'ailleurs dans les milieux astrologiques, bien qu'il ne soit décédé, d'un astrologue qui s'appelait Jacques Berton, et qui avait fait tout un travail de correspondance entre les complexes psychologiques et l'astrologie. C'est pas sous cet angle-là que je vais l'aborder néanmoins, parce que je vais suivre le travail de Rudyard et l'amplifier. Donc, par exemple, Berton disait que il y avait le complexe de Carmen. Alors lui, c'était un comédien, Berton, au départ, et puis astrologue, il faisait l'astrologie assez traditionnelle quand même, et donc ce qui est très bien pour les bases, évidemment. Et donc, il illustrait son enseignement, tous les sujets qu'il abordait, avec les thèmes de personnalité, d'écrivain, ou bien de références culturelles, comme par exemple, comme je viens de vous dire, le complexe de Carmen, parce qu'il faisait référence à Carmen dans l'opéra de Bizet. Si je t'aime, prends garde à toi. Alors il disait que les femmes qui avaient Vénus en Scorpion, tout ça, pouvaient éventuellement, ou la Lune en Scorpion, des choses comme ça, pouvaient avoir éventuellement le complexe de Carmen. Il y avait aussi le complexe de Don Juan, le complexe de Xerxès. Il disait Xerxès, le complexe de Xerxès, c'est les personnes qui ont Mars en Poisson, par exemple. Pourquoi? Alors c'est toujours des références culturelles, historiques. Vous vous rappelez que Xerxès, c'était le roi des Perses dans l'Antiquité, et avec sa flotte, on aurait pu appeler aussi l'invincible Armada. L'invincible Armada, c'était pendant les Espagnols, dans à la Renaissance, quoi, à peu près. Bon, mais là, c'était une armée extraordinaire qui avait traversé entre l'Asie mineure et puis la Grèce, et il attaquait, je ne sais plus si c'était Sparte ou Athènes, enfin, bon. Et il voulait attaquer la Grèce, quoi. Et donc,
une armée formidable, des bateaux avec des troupes et tout ça, prêts à envahir le Sparte ou Athènes, je ne sais plus. Et donc, Athènes, hein, ça devait être Athènes, parce que c'est là où les Athéniens... Non. Cette armée était tellement la plus forte de l'époque et tout, mais les Athéniens, qui étaient rusés, ont envoyé des plongeurs pendant la nuit, et la flotte était devant Athènes, et ils ont brûlé, ils ont mis le feu au vaisseau, quoi. Donc les troupes, tout ça, ça s'est écroulé. Donc c'est pour ça qu'il a appelé complexe de Cersès. Mars, l'armée, l'action, et tout d'un coup, ça tombe à l'eau, quoi. Ouais. Mais bon. Thémistocle, le général grec athénien, il a un songe, une nuit. Oui, je ne me rappelle plus bien l'histoire, mais. Le dauphin, il n'arrive pas. Et il essaie de comprendre, et puis à un moment, parmi les histoires qui étaient racontées par les pêcheurs, qu'à certains moments, les dauphins attaquent et se débarrassent des requins, et les repoussent avec leur rostre. Et il a compris. Ils vont fabriquer des espèces de rostres sur c'est ça, ouais. Qui étaient beaucoup plus petits, ceux des Grecs, et ils vont attaquer et puis ils vont percer les galères. Et donc Cersès, je crois qu'il y avait 30 000 bateaux. Il y avait plus d'un million de Cersès. Un truc dans ce genre-là. Mais bon, l'idée, tu précises les faits en tant que tels, c'est qui est très bien d'ailleurs, hein, mais l'idée c'était celle-là. Mars en poisson, ça pouvait être un complexe de Cersès, c'est-à-dire je veux agir, mais tout ce que j'entreprends, puisque Mars est une planète de feu, dans un signe d'eau, c'est un peu le cancer, Mars en cancer, ça peut être comme ça. Mais personnellement, c'est pour ça que ça m'a intéressé, tout ce qu'il disait, mais personnellement, j'ai essayé, et à la suite de Charles Vouga et Germain Ollet particulièrement, puis Hélène Rudyard, voilà, ça c'est ma lignée, hein, que je raconte donc dans mes mémoires, hein, comment j'en suis venu là. Eh bien, pour moi, on dit qu'une planète qui est en chute ou en exil ne fonctionne pas bien, et donc peut donner lieu à une sorte de complexe qu'on peut vérifier ou exprimer sous différents angles. On peut leur donner des noms, tout ça, mais peu importe. Une planète qui est en chute ou en exil est une planète, comme on disait autrefois, en détriment. Nous verrons, ça peut... Rudyard n'a pas abordé totalement sous cet angle-là, c'est moi qui ai rajouté ça. Grâce à mes études, justement, traditionnelles, puisque j'ai bien baigné là-dedans au départ, même si je n'étais pas d'accord avec le côté déterministe de l'astrologie traditionnelle, mais la technique, c'était bien d'avoir appris, quoi. Mais pour moi, même si on dit qu'une planète en chute et en exil n'est pas en bonne position par rapport à la tradition astrologique, hein, eh bien, et que ça peut donner des difficultés, et donc au bout du compte, si les circonstances sont propices, un complexe, c'est-à-dire un complexe, une difficulté d'exprimer quelque chose, un refoulement d'une énergie ou quelque chose comme ça. Rudyard, de ce point de vue-là, suivant Jung et Freud, l'explique très bien. Mais pour moi, une planète en exil ou en chute, c'est pas mauvais en soi. Rien n'est mauvais dans l'astrologie qui est la nôtre, quoi. Enfin, qui est celle de Rudyard. Rien n'est mauvais, c'est une autre manière de fonctionner. Et ça a une autre signification qu'au départ. Donc, évidemment, par exemple, moi j'ai Mercure en Poisson, hein, c'est pas très bien vu, hein, Mercure en Poisson, dans l'astrologie traditionnelle. Et c'est vrai que j'ai eu des difficultés, comme on le dit, d'apprentissage dans le cadre de l'école, à l'école, quoi, hein, comme on a tous été à l'école primaire, tout ça. J'étais un élève moyen. Bon, ça se conjugue dans un ensemble de thèmes. Hein, de l'ensemble du thème, il faut regarder tout. On ne peut pas prendre un élément en particulier et puis ne pas le resituer
dans la dynamique globale du thème, parce que ça n'a pas de sens sinon. Hein. Mais c'est vrai qu'un Mercure en Poisson, il a du mal à fonctionner en principe sur le plan plan du carré, quoi, si on peut dire. Hein. Mais il est ouvert à la symbolique, par contre. Alors on le trouve suivant l'astrologie traditionnelle, et je vous rappellerai que c'est important de bien se rappeler deux choses à chaque fois qu'on étudie un thème. Quelqu'un vient nous voir en consultation, justement pour bien comprendre le fonctionnement des personnes, et je le répète à chaque fois, chaque personne fonctionne sur différents plans, chacun de nous. Et ne jamais oublier cette approche que Rudyard a apportée, qui est les plans de conscience, les différents niveaux de conscience, biologique, socio-culturel, individuel, transpersonnel. Et on fonctionne, et ça c'est pas l'astrologie qui va le dire, hein. L'astrologie elle ne fait qu'éclairer, mais elle ne sait pas comment la personne va utiliser les énergies que nous on voit dans un thème. Hein, sur le plan socio-culturel, c'est là où fonctionne l'astrologie traditionnelle, finalement. C'est-à-dire que nous sommes dans une structure sociale bien conformiste, avec des valeurs qui sont celles de la société dans laquelle nous sommes. Et donc, au départ, les personnes qui se posent aucune question sur le sens de la vie, qui fonctionnent en fonction de ce qu'on leur a appris, faire une belle carrière, gagner de l'argent, se marier, faire des enfants, etc., sans se poser de questions sur un sens plus profond de la vie, ils sont enfermés et inconscients dans leur vie. Hein, ils sont enfermés dans leur vie, et donc ce qui est le cas des trois quarts de la population. En trois quarts, je suis gentil. Hein, c'est-à-dire, ils ne fonctionnent pas, comme dit Swami Prajnampad, le maître d'Arnaud Desjardins, ils n'agissent pas, ils réagissent. Ils sont dans la compulsivité. C'est-à-dire, ils sont ce qu'ils sont parce qu'ils sont ce qu'ils sont, mais ils ne se posent pas d'autres questions. C'est ce que Alice Bailey, dans les enseignements du tibétain, appelle la conscience de masse. Donc, une personne qui fonctionne suivant, et j'en ai vu beaucoup en consultation évidemment, qui fonctionne à ce niveau-là, qui est dans cet enfermement, encore pire en ce moment, avec tout ce qui se passe dans la société, telle qu'elle est, la publicité, la télé, tous ces trucs-là, hein, on les conditionne, les gens, ils sont conditionnés. Nous sommes, parce que nous faisons partie de ces gens-là au départ, nous sommes conditionnés. Hein, c'est ce que Arnaud Desjardins, à la suite de Gurdjieff, hein, vous avez peut-être lu Ouspensky, hein, le livre d'Ouspensky, fragment d'un enseignement inconnu, je crois, si je me rappelle bien le titre, que c'est sur Gurdjieff. Il disait que nous fonctionnons de manière mécanique, sans conscience. Donc. Ça, c'est une première étape. Alors, on peut rester enfermé là-dedans toute notre vie, comme la plupart des gens. Hein, ils suivent le cursus que la société leur demande, qui est un cursus avant tout économique. Donc, quand on interprète un thème, là, à ce niveau-là, on peut déterminer des complexes, des difficultés d'être, ce que vont nous permettre de voir, comme on va regarder tout ça hein, dans la semaine, certaines positions de planètes, et surtout les aspects entre des planètes, hein, les aspects maléfiques, comme on disait autrefois. Les aspects maléfiques peuvent être à l'origine de complexes. Alors, comme disait Boris Vian, hein, bourré de complexes. Hein, vous connaissez la chanson de Boris Vian. Hein, faut écouter Boris Vian. Hein, et donc, là, par exemple, un carré de Saturne à la Lune, comme nous verrons, ou bien des carrés, certaines conjonctions, sont porteuses potentiellement
de certaines attitudes, de certains comportements. Nous en avons tous dans notre thème. On a tous des carrés, on a tous des oppositions, enfin en principe. Et les gens qui n'en ont pas, tant pis pour eux. Autrefois, on disait en astrologie traditionnelle, on dit toujours, ceux qui font de l'astrologie traditionnelle, les gens qui ont beaucoup de sextiles, de trigones, de certaines belles conjonctions, Soleil conjoint Vénus, avec ce qu'on appelle les bénéfiques, Jupiter, tout ça, le grand bénéfique, sont des gens qui sont pour qui la vie est plus facile, quoi. Parce que c'est des facilités. Mais en fait, ces gens-là peuvent devenir des imbéciles heureux, quoi. Hein, comme disait Fernand Reynaud, heureux. C'est pour ça que avoir des trigones et des sextiles et tout, qui sont des facilités, effectivement, ça peut nous empêcher d'évoluer, de grandir, de nous remettre en question. Donc il faut des carrés, des oppositions dans un thème. Point trop non faux non plus. Enfin bon, on en a suffisamment. Et les carrés étaient appelés des aspects maléfiques, karmiques, donc qui étaient liés à des problématiques de vie antérieure, quand on y croit. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'astrologie qui ne croient pas à la réincarnation, ni au karma, ni à ces choses-là. Bon, je dis ok, pourquoi pas, vous avez le droit. Tout est possible, moi je respecte toutes les opinions pourvu qu'elles soient saines pour les autres, quoi. Hein. Mais, donc, ok, mais c'est là en tout cas. Et on disait, ce sont des aspects maléfiques, c'est-à-dire, on m'avait dit, dans ton thème, tu as plein de planètes rétrogrades, parce que les rétrogradations aussi font partie des complexes. Tu as plein de planètes rétrogrades, et surtout des planètes individuelles. Mercure, Mars, pour moi, par exemple, ça pose des problèmes effectivement, mais c'est vrai qu'au départ, ça peut donner des complexes. Et donc, les aspects maléfiques, on me disait, oh là là, mon vieux, quel karma tu te payes? Tu as plein de planètes en maison 12, plein de planètes, plein d'oppositions de carrés, de trucs pas possibles, rétrogradation. Là là, mais je ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Hein. Je dis, moi, comme parallèlement aux études d'astrologie traditionnelles que je faisais à l'époque, parce qu'il n'y avait pas encore autre chose, eh bien, je suivais une analyse jungienne, je lisais Jung, j'étais dans tous les enseignements, notamment de l'Inde, l'Advaita particulièrement, effectivement. Je dis, c'est pas possible que si on nous donne ces enseignements, même le Christ, c'est un chemin vers la réalisation de soi, le christianisme. Toutes les religions, toutes les spiritualités des religions, on va dire comme ça, vont au même but et nous permettent d'atteindre une conscience plus élevée que celle qu'on a au départ. Donc, il est effectif que les aspects qu'on appelait maléfiques, en fait, maintenant, quand on voit tout ça, t'as de la chance, t'as plein d'aspects dynamiques dans ton thème. On dit maintenant, en astrologie humaniste, transpersonnelle, les carrés, les oppositions sont des aspects dynamiques, parce que ces problématiques intérieures, qui peuvent être des complexes, mais qui n'en sont pas forcément, qui font que ça va nous amener, face aux difficultés qu'on rencontre dans la vie du fait de ces problématiques qui sont en nous, que Jung et Freud, puis Jung, et puis d'autres, Adler, ont bien développé, et bien à partir de là, c'est des moteurs vers l'action. Les planètes, les aspects difficiles, maléfiques, même les aspects de Saturne, comme on va voir. Donc c'est cette approche-là que Rudyard a privilégiée. Mais quand on prend conscience, parce qu'on souffre, on a tous souffert, dans notre enfance, dans notre adolescence, chacun à notre manière, on a tous un karma quelque part. Et les causes de ces souffrances, qui sont liées à des empreintes du passé d'autres vies,
si on veut y croire, si on n'y croit pas, c'est pas grave, hein, elles sont là quand même, eh bien, ces empreintes-là font que nous souffrons tellement, et notamment dans une société matérialiste qui ne nous apprend pas à être des êtres humains, hein, des personnes qui sont humaines, quoi. On nous apprend à être des agents économiques à l'école. Hein, ce qu'on nous apprend, c'est de devenir performant dans un domaine, économiquement parlant. Parce qu'on va passer toute notre vie à travailler, quoi. Eh bien, si on a envie de s'en sortir, parce qu'on souffre trop, on va chercher des réponses autour de nous, hein, d'une manière ou d'une autre. Hein, des réponses, quand je dis d'une manière ou d'une autre, ça peut être, comme ça a été le cas pour moi, à travers la littérature et la poésie, au départ. C'est ça qui m'a sauvé la vie. Et le football. Mais ça... Sinon, je serais mort, psychologiquement. Ça peut être la rencontre d'écrivains, même d'artistes qui vont, parce qu'ils ont fait ce chemin-là eux aussi, qui sont remis en cause. Et là, on va commencer à entrer dans le deuxième plan de conscience, qui est le plan de conscience qu'on appelle l'individuel. Mais dans chaque plan, il y a des strates, si on peut dire, des étapes. C'est-à-dire que tout d'un coup, je prends conscience que je ne peux plus continuer à vivre comme ça, parce que je souffre trop. Je vais commencer un processus d'individuation, comme Jung l'appelle. Rudyard lui donne un sens plus large, il appelle lui processus d'individualisation. Donc les complexes qui étaient au départ à l'origine, bon, je vais voir un thérapeute, je commence à faire ce qu'on appelle aujourd'hui du développement personnel. Ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais enfin bon, maintenant on appelle ça le développement personnel. Vous allez dans une librairie, enfin à la FNAC par exemple, avant c'était, quand on cherchait des livres d'astrologie, de spiritualité, c'était pas évident de trouver tout ça. Avant, bon, je peux passer pour un vieux con en disant ça, mais enfin je peux faire la différence en tout cas avec ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a maintenant. Maintenant, vous allez dans une librairie, il y a des rayons de développement personnel. À boire et à manger, évidemment. Hein. Même dans la spiritualité, il y a beaucoup plus de choses. Et l'astrologie qui avait perdu un peu de vitesse pendant un certain temps, dans les années 2000, tout ça, ça repart comme en 14, quoi. Hein, vous allez, mais quand vous ouvrez ces livres d'astrologie, qui sont très beaux, au niveau de l'impression et tout, il n'y a pas la profondeur qu'on y attend. Bon, c'est sympa, heureusement que ça existe, finalement, parce que ça peut amener des gens à se poser des questions. Mais enfin, ils voient surtout le côté folklorique de l'astrologie et de la spiritualité, ce que Shögyam Trungpa appelle le matérialisme spirituel. Donc quand on est dans un processus d'individuation, qu'on essaye de s'aligner intérieurement, d'être mieux dans notre peau, de faire un travail d'intégration de la personnalité, pour reprendre les termes de Jung, que Rudyard a repris, dans un premier temps, on va faire ce qu'on appelle un ego trip, c'est-à-dire, c'est ce que un de mes amis, qui a quitté ce monde maintenant, mais qui est toujours présent pour moi, Olivier Clouzot, a écrit un petit livre qui s'appelle « Éveil et verticalité ». Il a été publié au Souffle d'Or, et il dit que cette étape-là, c'est l'ego individualiste. C'est-à-dire qu'on est toujours dans l'ego, mais c'est un ego qui est encore un ego trip, quoi. Mais bon, on passe tous par là, hein, il ne s'agit pas de lancer la pierre. Et puis, à ce moment-là, on trouve une autre astrologie que l'astrologie du niveau socioculturel. C'est les mêmes termes, c'est les mêmes outils, c'est les mêmes fondements, mais qui sont utilisés d'une manière différente. C'est pour ça qu'on peut l'appeler astrologie psychologique, astrologie comme on veut. Hein, il y a plein d'écoles d'astrologie dans ce sens-là, mais qui vont nous permettre de mieux nous connaître, de mieux savoir quelles sont nos difficultés, quelles sont nos problématiques et tout,
Et ça demande tout un cheminement, tout un effort, tout un travail. Ça, c'est le plan socio-culturel. À partir de là, les complexes qu'on peut avoir peuvent se transformer et nous aider à nous libérer et à grandir. Ce qu'on va voir, hein, effectivement. C'est notre chemin à chacun de nous. Hein. Moi, j'ai mis du temps à me libérer des difficultés qu'un Mars rétrograde dans mon thème pouvait indiquer. D'autant plus que c'était mon maître d'ascendant, que c'est mon maître du nœud sud, en Scorpion, en maison 8. Ça n'a pas été simple. Ça m'a pris 40 ans. Et encore, je suis orgueilleux en disant ça. Parce que c'est encore là. Mais bon, ça n'a plus la même force de difficulté que ça pouvait avoir quand j'avais 20 ans. C'est ce qui m'a amené à développer le chemin que j'ai pu prendre quelque part. Parce qu'il fallait bien que je m'en sorte. Mais, deuxième niveau, les complexes deviennent des outils de transformation. Mais, dans un premier temps, d'intégration de la personnalité. C'est-à-dire de développement personnel. On peut s'intéresser dans cette période-là, comme je l'ai fait, comme beaucoup l'ont fait, à tout ce qui est spiritualité. Hein? On peut s'y intéresser, je l'ai fait, hein, moi-même, parallèlement à tout ce travail d'intégration de la personnalité. Tout jeune, j'étais à partir du moment où j'en ai pris conscience et que la spiritualité m'a apporté des outils de transformation. Comme dit Arnaud Desjardins, dans un livre qui s'appelle « Pour une mort sans peur », c'est un chapitre du livre qui s'appelle « Pour une mort sans peur ». Donc ça c'est par rapport à, il appelle ça la différence dans ce livre entre psychologie et métapsychologie. La psychologie, c'est celle dont je viens de parler, c'est-à-dire travailler sur soi, ce qui est nécessaire évidemment, et la métapsychologie, c'est d'aller au-delà de ce qui est le travail sur soi dans le sens uniquement d'intégration de la personnalité. Et il dit dans un livre qui s'appelle maintenant ça ne me vient pas à l'esprit, mais ça va me revenir, où il explique la voix et ses pièges. Voilà, la voix et ses pièges. Tout ça, on peut l'utiliser comme base de notre réflexion dans tout le travail d'astrologie. Il dit, Arnaud, il dit, on peut avoir fait des stages, des séminaires, on peut avoir fait des retraites dans des ashrams, dans des couvents. On peut avoir fait tout un travail, avoir pris refuge, par exemple, et puis avoir prononcé les vœux de Bodhisattva, avoir pris refuge dans la voie du bouddhisme, ou bien être entré dans le yoga et dans l'hindouisme. Et il dit pourquoi, au bout de 40 ans, on n'a pas avancé d'un pouce. On n'a pas avancé d'un pouce parce que c'est une spiritualité. Je dis ça pour moi aussi, parce que ça a été une problématique que j'ai rencontrée, que j'ai encore. C'est-à-dire que, en fait, la spiritualité, dans ce sens-là, c'est encore un ego trip, un ego spirituel. Ce que donc Trungpa, dont j'ai parlé tout à l'heure, appelle le matérialisme spirituel. Le but étant, une fois qu'on a fait, ou parallèlement, je me rappelle que Ruperti disait on ne peut pas aller vers le transpersonnel tant qu'on n'a pas fait un travail d'individuation sur le plan individuel. Je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est vrai, dans la majorité des cas, mais on peut faire une dimension transpersonnelle tout en faisant un travail sur soi. Quand on comprend bien le sens des enseignements des différents maîtres, quels qu'ils soient, dans les différentes spiritualités. Donc les complexes que nous allons étudier, tels que Rudyard les a définis, vont nous permettre, dans un premier temps, de faire un constat de ce qu'on a pu être et de ce qu'on peut être encore sur un plan socio-culturel, puis voir dans un deuxième temps quel travail on peut faire pour se sortir de ces problématiques
complexuel. Encore une fois, tout ce qu'on va dire de ce que peut être des complexes, on ne les a pas forcément, hein, mais ça peut être le cas quand même. Et donc, faire ce travail-là, de voir comment, comme je l'ai raconté pour Mars rétrograde, là, il y a quelques instants, comment cette prise de conscience de cette problématique martienne rétrograde, qui m'a posé tant de problèmes dans ma vie, et encore un peu maintenant, mais moins qu'avant, heureusement, comment cette problématique m'a amené, parce que c'était une souffrance, c'était une difficulté, ça me mettait dans des situations relationnelles difficiles, notamment avec les femmes. Mars rétrograde, pour un homme, c'est pas rigolo. Hein, et bien, comment ça m'a permis de passer à une autre étape. Par exemple, puisque je témoigne aussi, moi, et on y viendra quand on parlera de Mars, mais ce Mars rétrograde indique, maître de l'ascendant, maître du nœud sud en Scorpion, maison 8, indique initialement, entre autres choses, une violence intérieure qui est tellement violente qu'il faut la réprimer. C'est-à-dire que le défi de l'incarnation, c'est que je débarque avec cette violence que d'autres m'ont refilée, ceux qui étaient avant moi dans le processus de l'incarnation, moi je dis les choses comme ça. Hein. Je débarque avec ça dans la vie, ça me donne un complexe d'infériorité, ça me donne un complexe de ceci ou de cela, comme vous voulez, on peut donner tous les noms qu'on veut, en tout cas de difficulté, et cette violence, comme on dit toujours, elle a été là dans mon enfance et jusqu'à un certain moment de mon adolescence. Hein, j'étais quelqu'un de violent, de violent, il fallait pas venir m'embêter quand j'étais gamin, quoi. Automatiquement, bon, mon point partait, quoi. Bon, ça m'a permis de faire du sport. J'ai fait énormément de sport, notamment du football, mais pas que du football, parce que ça permet de canaliser cette énergie. Quand des parents m'amènent le thème d'un enfant qui a trop d'énergie dans son thème, beaucoup de signes de feu, etc., ben, je leur dis, faites-lui faire du sport. Hein, peu importe le sport, vous voyez ce qui lui convient, ce qu'il aime faire, et parce que ça va l'aider à canaliser cette énergie et l'aider à ne pas être aussi hyperactif et puis réactif et tout ça. Je prends un exemple, on en a parlé tout à l'heure. Moi j'étais du genre, dans les arts martiaux au départ, du fait de cette violence, à faire du karaté ou bien des sports qui pouvaient être violents dans les sports de self-défense. Et quand j'ai découvert l'aïkido, ça m'a permis de transmuter cette violence dans une autre dynamique d'être. Tu vois, l'aïkido. L'aïkido est fondé sur l'amour, comme dit Maître Ueshiba, le fondateur de l'aïkido. L'aïkido, c'est une danse, ce que tu disais tout à l'heure. Hein, on ne va jamais agresser quelqu'un avec l'aïkido. Seulement, on va se servir de l'énergie qu'il nous envoie, d'une part pour l'éviter, et d'autre part pour nous défendre. Mais jamais, vous voyez, et là, le Mars rétrograde, il prend une autre direction. Il n'est plus dans la violence, il passe dans la non-violence. Gandhi, qui se méfiait du Gandhi-raton, hein, comme on dit toujours, hein, Gandhi, qui était un violent initialement, hein, il avait beau être balance, soleil de maison 12, mais il était ascendant Scorpion. Et il avait une conjonction Mars-Vénus en Scorpion à l'ascendant, un martien, opposé à une conjonction Jupiter-Pluton, si vous visualisez bien, à l'opposé, tout ça au carré d'une lune en Lion, au milieu du ciel. Si vous visualisez, pour ceux qui arrivent à visualiser ce que je dis, et Gandhi, c'est le prophète de la non-violence, Ahimsa, la non-violence. Hein. Ernaud Desjardins disait toujours que pour être non-violent, il faut d'abord avoir été violent. Parce que... C'est de l'incompétence. C'est de l'incompétence. Ouais, c'est ça. Donc les complexes peuvent être des moteurs
dans notre transformation et dans notre processus d'individuation. Et de grandir, le but étant d'intégrer ce qu'on appelle l'intégration de la personnalité, c'est-à-dire que arriver à faire en sorte que les différentes sous-personnalités qui sont en nous au départ, nous avons des sous-personnalités, il y en a qui disent sub-personnalités, je préfère dire sous-personnalités, qui peuvent être en conflit les unes avec les autres, ces sous-personnalités, parce qu'il y a une coloration globale du thème, et puis qui va être donnée par les dominantes planétaires, par la dynamique globale du thème, et puis il y a des parties de nous-mêmes qui ne rentrent pas dans cette dimension de globalité qu'on s'est fixée. Il y a une personnalité qui est dominante en nous, ou des sous-personnalités qui sont dominantes. Je me rappelle d'une femme qui était venue me voir en consultation du temps où j'étais à Lussage, en Haute-Savoie, donc c'était juste à la frontière suisse, donc j'avais beaucoup de personnes de Suisse qui venaient me voir en consultation. C'était une femme de Genève. C'était une femme déjà d'un certain âge, à l'époque, qui était elle était uranienne et neptunienne, par ailleurs. C'était une femme qui était considérée un peu comme excentrique dans ce milieu dans lequel elle était, parce qu'elle s'intéressait à des choses que la société, que les gens normaux, entre guillemets, mais vous savez, ce sont les gens normaux qui sont anormaux, et les gens normaux qui sont normaux. Enfin bon, les gens normaux, c'est-à-dire la majorité de la population qui vit suivant les normes de la société, dans ce qu'elle a de difficile, ou qui n'est pas intégré, on l'a traité d'excentrique, comme souvent on traite les Uraniens d'excentriques, parce qu'elle s'intéressait au végétarisme à l'époque. Elle avait déjà, quand je l'ai connue, elle avait plus de 60 ans, il y a 40 ans de ça, dans un milieu où ça ne se faisait pas. C'était pas comme maintenant, quand on dit je suis végétarien, ou je suis végane et tout ça, bon, ça peut paraître, des fois il y a des gens qui nous regardent d'un drôle d'œil quand on dit ça, mais il y a suffisamment de gens qui sont là autour de nous pour comprendre que, ok, il y a suffisamment de bouquins, de trucs sur la question, pour dire je suis bio et tout ça. Bon, elle était déjà là-dedans avant que ça devienne une mode presque. Eh bien, elle avait donc ce côté uranien qui faisait que c'était une chercheuse, qu'elle découvrait des choses que les autres n'avaient pas encore découvert, qu'elle était avant-gardiste. Alors on nous disait c'est une excentrique, quoi. Et à côté de ça, elle avait aussi une dimension neptunienne. C'est-à-dire qu'elle se vivait, elle se voyait, elle se vivait comme Neptune, c'est-à-dire comme quelqu'un d'affable, comme quelqu'un de très consensuel, qu'elle était par ces côtés-là, c'était des sous-personnalités. Bon. Mais d'un autre côté, et là on a fait tout un travail sur plusieurs entretiens avec elle, dans un coin de son thème, si on peut dire comme ça, elle avait un carré Mars-Pluton. Violence. Quand c'est compulsif, évidemment. Et elle ne se rendait pas compte, parce qu'elle se vivait comme quelqu'un de très neptunienne, dans l'amour, la compassion, tout ça. Elle ne se rendait pas compte qu'elle était violente par certains côtés. Quand elle parlait de végétarisme, qui était son dada, son côté plutonien ressortait, elle disait tous ceux qui ne sont pas végétariens, qui mangent de la viande et tout, mais elle rentrait dans l'art violemment. Je lui ai fait remarquer, gentiment, parce qu'on ne peut pas parler à quelqu'un comme ça, de but en blanc, comme font certains. Je vois ce Mars-Pluton, elle n'en a pas conscience de cette face, cet aspect d'elle-même, que les autres voient aussi. Donc, à la faveur de ce qu'elle était en train de vivre à ce moment-là, on a travaillé sur ce complexe, refoulé, Mars-Pluton, Mars carré Pluton, la guerrière, l'Amazone, qui était dans un contexte qui était contraire à ce désir d'être une Amazone,
Elle ne se vivait pas comme une guerrière. Et quand on a travaillé dessus, ça l'a aidé à déjà prendre conscience. Mais comme tu disais, Martine, tout à l'heure, c'est pas l'astrologie qui règle nos problèmes. L'astrologie n'est qu'un outil de compréhension de soi, d'éclairage. Moi, je me dis, quand on me dit, mais qu'est-ce que tu fais comme astrologue? Je dis, je suis un phare. Alors, je ne vais pas faire comme Jamel Debbouze, hein. Un phare, dans Astérix et Cléopâtre, hein, je ne sais pas si vous avez vu, il dit, je suis un pharaon. Je ne sais pas si vous avez vu Astérix et Cléopâtre. Un pharaon. Ouais, je suis un phare. Et un phare qui éclaire les bateaux qui passent, comme un phare doit le faire, hein, qui éclaire les bateaux en leur montrant que là, il faut faire attention parce qu'il y a des écueils, donc il faut éviter. Le phare aide à ça. Et puis il leur montre que si on passe par là, on pourra mieux s'en sortir, quoi. Mais le phare en lui-même, c'est pas lui qui va conduire le bateau. C'est celui qui est capitaine du bateau Alors après, il fait ce qu'il veut, celui qui est capitaine du bateau. Ouais, il fait ce qu'il veut et il peut ainsi soit aller de l'avant, éviter les écueils, soit s'il n'est pas à l'écoute, se planter et puis aller dans les écueils. Donc c'est pas l'astrologie en tant que telle, mais l'astrologie peut amener à cette ouverture, à cette conscience. Encore que je pense que pour certaines personnes, parce que je l'ai vécu en tant que consultant, certaines personnes ont fait tout un chemin de guérison grâce à l'astrologie, sans aller voir un thérapeute, sans aller voir par le travail que nous avons fait ensemble. Ouais, c'est un peu, comme je dis, être astrologue, c'est aussi un sacerdoce. C'est un ministère. Être astrologue dans le sens qu'on est en train de dire, évidemment. C'est un ministère, comme être pasteur ou rabbin. Je prends pasteur ou rabbin parce que eux, ils peuvent se marier. Et le Mars rétrograde, il ne peut pas. Bien que j'ai songé à la vie monastique à un moment donné dans ma vie, mais il me fallait quand même une compagne à côté de moi, parce que ça fait partie de... comme on disait dans certaines chansons plus ou moins paillardes, on disait « Si c'est ça la vie que les moines font, je me ferai moine avec ma Jeanneton ». Je ne sais pas si vous avez connu cette chanson. C'est-à-dire que, la vie des moines, quoi. Mais dans ce sens-là. Donc le travail que nous allons faire tout au long de la semaine, c'est de voir pour chacun de nous, une fois qu'on a bien mis en place les complexes dont parle Rudyard, c'est-à-dire théoriquement parlant, qu'est-ce qu'il entend par là, on verra dans chaque thème comment chacun vit ces fonctions dont Rudyard parle. Donc les fonctions, et vous savez, j'ai mis un petit truc sur Telegram hier et sur Facebook pour présenter le travail que nous faisons. Je ne sais pas si vous l'avez vu, je crois que Sophie l'a vu, puisqu'elle m'a remercié parce que c'était la présentation du séminaire. Donc il y a 4 fonctions et on va voir comment elles s'expriment au plan de départ de notre vie dans lequel nous sommes tous, au plan socio-culturel, puis au plan individuel, mais elles vont prendre une autre signification. Et vous avez remarqué que je n'ai pas encore parlé du plan transpersonnel. Le plan transpersonnel, c'est voir comment ces énergies mêmes peuvent nous amener à aller au-delà de l'intégration de la personnalité, sachant que le but de l'incarnation, dans le sens que Rudyard lui donne, comme il explique, et que les enseignements nous donnent, comme il explique Rudyard dans les différents livres qu'il a écrits par ailleurs, et qui ne sont pas des livres d'astrologie à proprement parler. Il y a les livres d'astrologie, mais Rudyard n'était pas un astrologue au sens, comme moi je ne le suis pas, au sens où on l'entend habituellement. On utilise une technique, mais qui tient compte d'une autre vision du monde, d'une philosophie. Par exemple, dans un livre qui s'appelle « Vers une conscience planétaire », dans un autre livre qui s'appelle « Préparation occulte pour un nouvel âge », dans un autre livre qui s'appelle « Le rythme de la totalité », il ne parle pas d'astrologie. Il parle
du chemin spirituel. Et je conseille aux gens qui s'intéressent à Rudyard d'aller lire ces livres-là aussi. Et il y en a bien d'autres en anglais qui n'ont pas été traduits. Par exemple, il y a un livre qui s'appelle Directives for a New Life, Directives pour une nouvelle vie. Il y a plein de livres de Rudyard qui n'ont pas été traduits. J'aurais voulu le faire, mais j'ai pas le temps. J'ai déjà pas mal de choses à faire pour que tout le monde puisse y participer. Donc on va voir. Et le plan transpersonnel, c'est d'une part aller au-delà de notre personne et nous relier à quelque chose de plus vaste, de plus grand, qu'on peut appeler le grand tout, qu'on peut appeler l'univers, qu'on peut appeler Dieu, qu'on peut appeler le soi, qu'on peut appeler l'Atman, Jung l'appelle le soi, cette instance qui est vraiment en phase avec la dimension cosmique, c'est-à-dire de sortir de la dualité, du monde relatif, comme on l'appelle, comme l'appelle Arnaud Desjardins notamment, pour aller dans le monde de l'unité, de l'union. Arnaud, il dit exactement devenir un sans second. Et ça, c'est le plan transpersonnel, la métapsychologie dont il parle. C'est-à-dire que... Oui. Excuse-moi. C'est devenir un sans second. Ah oui. Un sans second, c'est-à-dire qu'on n'est plus dissocié. On est un avec notre âme, on peut le dire comme ça. La personnalité est au service de l'âme et on n'est plus manipulé par notre ego. Martine ? En fait, c'est comme si le bateau devient le phare, quelque part, du truc transpersonnel. Ouais. Alors tu prenais l'image du phare dans l'astrologie, et puis le bateau, donc on peut s'en servir, on peut trouver des écueils, il y a des droits dedans, mais en fait, l'astrologie transpersonnelle, c'est dépasser, c'est devenir quelque part le phare, c'est ça ? Là, on peut dire le pharaon. Et on retombe. Ouais. Ouais, parce que dans la Grèce, dans l'Égypte ancienne, effectivement, le pharaon était l'expression de ce que tu es en train de dire. Comme d'ailleurs nous le montrons dans un oracle que nous avons créé avec Mira, qui va sortir prochainement. On a reçu ce matin, enfin ces jours-ci, l'oracle de l'Égypte secrète. Et ça rejoint ce que tu dis, tu verras, mais là on parle. Donc il sortira normalement au mois de septembre. Tu fais tourner ? Donc c'est toute cette problématique qu'il faut bien voir, mais toujours l'insérer dans la globalité. Et donc le plan transpersonnel, qui est le moteur fondamental de la vie et qui est le but de toute spiritualité, c'est d'arriver à l'union avec l'univers. On peut l'appeler comme on veut. Devenir, par exemple, le Christ. Le Christ ou le Bouddha ou Krishna, suivant là où vous voulez aller, sont des exemples parfaits de cette union avec la conscience cosmique, dont mon maître Yogananda parle très bien dans l'autobiographie d'un yogi, qui est le but de l'incarnation. Donc, chaque fois qu'une personne vient en consultation, je regarde sur quel plan elle se situe, à travers ce qu'elle va me dire, des réponses qu'elle va faire, parce que pour moi, une consultation, c'est pas juste décoder un thème. Bon, je fais ça dans un premier temps, mais c'est engager, comme vous en avez fait l'expérience avec moi, c'est engager un entretien et partager. Les personnes vont me dire ce qu'elles sont en train de vivre, comment elles le vivent, tout ça. Et à partir de là, je vais essayer de trouver la réponse juste pour l'étape suivante qui est demandée dans le thème, avec les transits, les progressions et tout ça. Donc, le transpersonnel, c'est la motivation profonde du chemin de la vie. C'est pour ça que Rudyard a appelé l'astrologie, dans un premier temps, astrologie humaniste, parce que l'astrologie humaniste se relie à la psychologie humaniste, qui était
qui ne voyait plus dans la psychologie, dans tout le travail de thérapie et tout ça, uniquement de résoudre les problèmes des complexes, mais qui demandait d'aller plus loin dans le cheminement intérieur. Puis la psychologie humaniste, les tenants de la psychologie humaniste, ont développé la psychologie transpersonnelle. Et Rudyard a dit, comme je me relie aussi à cette dimension de l'astrologie et à la dimension de la psychologie, j'appelle mon astrologie transpersonnelle. Il y a un petit livre de Rudyard qui n'est pas traduit, qui s'appelle From Humanistic Astrology to Transpersonal Astrology. Un petit livre comme ça, et où il explique que l'astrologie transpersonnelle, c'est pour ça que j'ai appelé... Tout le monde a eu Discret. Voilà. Donc, la psychologie transpersonnelle se réfère à des auteurs qui seraient bons pour tout astrologue humaniste et transpersonnel, enfin qui se situe dans cette lignée, de voir, d'étudier, de lire, comme Abraham Maslow. Abraham Maslow, qui est un grand, pour moi, un des grands psychologues transpersonnels, notamment, il y a un livre de Maslow qui s'appelle « Vers une psychologie de l'être ». Et tout de suite, vous verrez que vous plongez dans cette dimension dont on est en train de parler. Il n'a pas été réédité. Non, c'est pas ça, c'est qu'on le retrouve dans différentes applications, sur différentes structures de champs socio-culturels. Mais moi, je ressens que c'est pas la dimension transpersonnelle qui a été mise en avant. De Maslow. Ah oui, la pyramide de Maslow. Il y a un abysse. Ah oui, entre ce qu'on voit en première attention sur la première dimension de Maslow, on entend parler essentiellement de la pyramide sans considérer que l'essentiel de son travail est fait sur le dernier étage. Il a travaillé sur la dimension quantique, la dimension de l'être, et tous ces livres parlent de ça. Et ce qu'on a retenu, la commune résumée, c'est jusqu'en dessous, ce qui est sûrement la seule chose, la chose dont il a le moins parlé. Ouais, tout à fait, absolument. C'est difficile d'avoir travaillé quelqu'un mieux que Maslow. Internet a massacré Maslow. Il n'a pas été trahi parce que tout simplement 80%, comme on l'a expliqué, font partie de ce débat. Oui. Donc c'est une trahison à quelque part, je comprends, parce que je comprends ce que tu dis. C'est le hobby. Disons que si on s'en tient à ça, on s'intéresse pas. Oui, mais parce que la grosse problématique, d'après ce que tu as dit tout à l'heure et ce que je pense, c'est que je ne sais pas comment tu appelles ça, la masse, ou bref, il faut faire La conscience de masse, oui. Voilà, ça intéresse surtout à la partie du bas. Et donc, c'est représentatif aussi des lectures lambda, alors que Maslow, lui, il a essayé de nous amener sur autre chose, mais pour l'instant, je ne sais pas quel niveau on est, mais... Oui, tout à fait, tout à fait. Ça a été récupéré par... dans le truc de management et tout ça, enfin bon, ils se sont attachés, c'est comme tu le dis, uniquement aux besoins vitaux premiers, et on dit que tant qu'on n'a pas intégré les besoins du plan premier chakra, en fait, eh bien, on peut pas... ils s'attachent uniquement à ça, quoi. Alors ça justifie la société de consommation, en fait. Ça dépend la manière dont on le lit. Enfin, pour moi, le fait effectivement d'aller tout en haut pour se réaliser, si on ne prend pas compte des besoins qui précèdent, si on ne vient pas soigner, guérir à ce moment-là, on ne peut pas se réaliser. Et donc, pour moi, c'est dans ce sens-là qu'on le voit. Et donc, mais après, évidemment, ce que j'entends, c'est qu'il y a plein de personnes qui vont s'arrêter en disant on s'occupe du premier niveau. Tu as raison, oui, c'est ça. Les autres n'existent pas, mais en même temps, souvent, il y en a aussi, et dans le développement personnel, il y en a beaucoup, qui se disent on va s'occuper de l'âme, de la mission, etc. Et on ne vient pas soigner, guérir, transformer tout ce qu'il y a besoin dans les bases. Et donc, pour moi, c'est un peu le dire, c'est aller revoir. Pour moi, c'est comme ici, c'est revenir voir nos complexes. Et les transmuter, c'est ce qui nous permet d'aller dans notre essence et dans le transmuter. Tout à fait. Mais une figure moins pyramidale, mais plus circulaire. Ah oui. Et quand on est plus dans quelque chose qui est un fondement, je ne sais pas, dans la figure
Mais quand on s'est dans le livre de Maslow, il n'a jamais parlé de pyramide. Maintenant, Jamais. C'est ça qui est le plus extraordinaire. Ah, donc elle n'est pas chez lui, quoi. Non, Elle est pas dans- quelqu'un a voulu traduire sa pensée en ça, et ce quelqu'un, c'est tellement bien médiatisé qu'on ne retient que ça. Mais lui, il n'a jamais parlé de pyramide. Il a juste parlé du fait qu'effectivement, les besoins se satisfont progressivement, ce qui n'a rien à voir. Alors, C'est ça que c'est drôle. ouais, pour clarifier cette histoire de Maslow, lisez Maslow, notamment vers une psychologie de l'être. Et il y a des livres qui ont été republiés récemment, même chez Marabout, je crois, en poche. Devenir le meilleur de soi-même, entre autres. Devenir le meilleur de soi-même. Maslow dit que nous sommes en chemin, que nous sommes... il donne toutes les caractéristiques que moi-même je reprends, évidemment, de quelqu'un qui est en voie d'intégration, comme il dit. Donc dans le transpersonnel, c'est-à-dire dans cette dimension où on touche à des niveaux de conscience qui sont des niveaux de conscience qui ne sont pas accessibles quand on est, ou parfois de manière tout à fait inattendue et soudaine, comme ça arrive quand on est dans le socio-culturel. Mais c'est vraiment les niveaux de conscience qui sont au-delà, quoi. Et donc il développe cette approche-là, et donc d'autres auteurs, donc Maslow bien sûr, Carl Rogers, qui va dans ce sens-là aussi, à sa manière, et puis évidemment quelqu'un qui est important dans ce domaine-là, Stanislas Grof. Stanislas Grof, qui a écrit un livre qui s'appelle Psychologie transpersonnelle, entre autres, toute une série de livres, mais qui rejoignent, tous ces livres dont je parle, rejoignent tout ce que Rudyard dit par ailleurs. Et nous, on l'utilise, si on peut parler d'utiliser, on l'utilise pour la dynamique de l'astrologie qui est la nôtre, quoi. Donc le transpersonnel, c'est ce qu'on appelle les états modifiés de conscience, en fait. Les états modifiés de conscience qui nous amènent à accéder à ces autres plans de conscience qui ne sont pas visibles par la science officielle, sauf que la science officielle commence, enfin la science, pas officielle, mais une certaine forme de science est en train de redécouvrir ce que les grands enseignements, notamment dans les Védas, dans les Upanishads, ce qu'ils ont dit, c'est la physique quantique. Dans la physique quantique, on commence à travers la physique, c'est-à-dire très scientifique, à redécouvrir, par exemple, l'interdépendance, dont parlent les bouddhistes notamment. On commence à redécouvrir des choses qui ont été dites. Alors, j'ai envie de faire un petit truc qui s'appelle « Quand la science rencontre la spiritualité ». Et elle retrouve ce qui a été dit, pas la science matérialiste qui, elle, ne croit que ce qu'on voit, que ce qui peut être mesuré, quantifiable, et les autres états de conscience qu'on essaye d'atteindre, qu'on atteint parfois, quand on a picolé 2-3 verres, ça peut arriver, quand on a fumé un pétard, non pas que ce soit une fuite, mais une quête, comme je le raconte dans mon bouquin, parce que je suis passé par là aussi, mais comme des auteurs comme Castaneda en parlaient, Castaneda, vous savez, l'herbe du diable et la petite fumée, c'est une quête, un cheminement dans la conscience, et on est confronté très souvent à des états modifiés de conscience, mais on ne sait pas quoi en faire la plupart du temps, parce qu'on se demande qu'est-ce qui se passe, quoi. Mais ça veut dire qu'il y a une part de nous, comme nous allons le voir, ce que Rudyard appelle la fonction de transcendance, qui est présente en nous, qui est souvent refoulée par la société dans laquelle on est, parce qu'elle ne s'intéresse pas à ces états modifiés de conscience qui mettraient en péril les fondements de cette société. Seuls les artistes, les mystiques, des gens qui ne sont pas rentables finalement, d'un point de vue commercial, eh bien, ont accès à ces états, mais on dit, mais ils sont fous, quoi. Il y a un livre de Stanislas Grof qui s'appelle « Quand l'impossible devient possible », où il reprend tout ce que je suis en train de dire. J'ai souvent vu en consultation
et dernièrement d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, des personnes qui ont fait ce qu'on appelle, tu me diras l'expression exacte, Gilles, hein, des décompressions, et qui se retrouvent en HP. Des compensations, voilà, c'est le mot exact. Des compensations qui se retrouvent en HP, donc en hôpital psychiatrique. J'ai eu là, ces temps-ci une personne que j'accompagne hein, régulièrement et qui lui ont donné elle a fait un séjour donc en hôpital psychiatrique parce que elle est décompensée, comme tu dis. Et les médecins l'ont mis sous des camisoles chimiques. Ouais, des médicaments qui le. Et après, je dirais. Voilà, qui permettent. Comment on appelle ça déjà ces médicaments-là? Antipsychotiques. Voilà, ou des choses comme ça. Anxiolytiques, ou je sais pas. Ah, et elle a essayé une fois de s'en dégager, de couper avec ça, parce que par ailleurs elle a une recherche personnelle et tout ça. Et tout de suite, à nouveau, elle est retombée dans. Je lui ai dit surtout n'arrête pas, mais va voir d'autres médecines et d'autres médecins qui peuvent t'aider progressivement à sortir de là. Mais surtout, n'arrête pas, parce qu'autrement, d'ailleurs, c'est pas à moi de dire ça, mais enfin, je sais qu'il est possible. J'ai vu des personnes donc comme ça en consultation, et puis on leur avait dit qu'ils étaient fous. Enfin, fous, schizophrènes, tout ce qu'on veut. Et je lui ai dit pas du tout. T'es pas fou, t'es pas folle. Mais tu es dans cette problématique d'être dans des états modifiés de conscience. Et on essaye de te ramener, à juste titre aussi, parce que quand on décompresse comme ça, ça peut être dangereux, quoi. Hein, mais on essaye de la faire rentrer dans la normalité. C'est ça le problème. Parce que Rudyard, dans un autre livre que j'ai traduit aussi, qui est un peu un complément à l'astrologie et à l'approche astrologique, un autre livre que j'ai traduit de Rudyard qui s'appelle Astrologie et moderne psyché, hein, qui est traduit mot à mot de l'anglais, Astrology and Modern Psyche. Hein, donc et il y a un chapitre notamment sur la psychologie normative et la psychologie métamorphique. Je l'ai traduit, l'anglais, j'ai traduit par métamorphique, parce que je ne savais pas comment le traduire, c'est-à-dire, quand on est face à une crise que les complexes génèrent, comme nous allons voir aussi, eh bien, soit on explose, on pète les plombs, on est dans un état de crise, soit on prend conscience qu'il s'agit que cet état de crise est l'opportunité d'une transformation. Jung l'a montré d'ailleurs, hein, et Christiane Singer, que vous connaissez peut-être, qui est une femme, qui était, malheureusement elle n'est plus de ce monde, une femme admirable, a écrit un petit bouquin qui s'appelle Du bon usage des crises. Hein, quand on va voir un psychiatre, comme ces gens-là qui viennent me voir ont été voir, mais j'évite trop de me mettre en avant parce que pour pas que je sois accusé d'exercice illégal de la médecine ou d'avoir incité des personnes à arrêter leur traitement et tout ça, je dis non, surtout n'arrêtez pas le traitement, c'est enregistré. J'ai jamais dit qu'il fallait arrêter le traitement. Mais je dis qu'on peut, à un moment donné, par un travail spécifique, qui n'est pas compréhensible par les psychiatres normatifs, on peut arriver progressivement à retrouver une certaine intégrité, quoi. Donc, dans cet état de crise, Rudyard explique dans Astrologie et psyché moderne qu'à la psychologie normative, vous êtes en crise, c'est parce que vous êtes dans une problématique de maladie qui vous empêche de vivre normalement, entre guillemets, normalement. Il vous empêche de vivre normalement. Donc on va essayer de vous ramener à la normalité, telle qu'elle est définie par la psychologie et la médecine officielle, que j'appelle celle de la secte dominante, parce que la société dans laquelle on est aussi une secte. En même temps, des fois, il y a des psychologues qui sont tellement mal
ils sont dans un mal-être, ils ne sont pas non plus. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des refoulés Oui, mais bien sûr. spirituels, je sais pas, c'est... Non, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un état de crise, alors il y a les cas extrêmes dont tu parles. Ça, c'est des cas extrêmes. Là, il faut vraiment faire ce qui est demandé à un certain niveau. Mais en général, et on a tous vécu des états de crise où on débloque complètement. Je sais pas, moi j'ai vécu, je sais pas si tu as vécu, mais je pense que à certains moments de notre vie, on a vécu des moments de crise, quoi, où on débloque complètement, on ne sait plus où on en est. Il y a des transits de Pluton, et puis tout d'un coup, pof, tout ce qu'on a mis en place, tout ce qu'on a construit, tout ce qu'on a parfois sur des complexes, justement, se casse la gueule, tout s'écroule. On ne sait plus à quelle branche se raccrocher, on est au 36e dessous. Je l'ai vécu, moi, comme tout le monde, je pense. Enfin, en tout cas, tous ceux que je vois en consultation ou dans les séminaires. Mais tout le monde le vit. Quand j'ai eu Pluton carré Lune, j'en ai pris plein la gueule. Tout ce que je croyais être, tout ce que j'avais... j'avais plus de 50 ans. Donc j'avais 30 ans d'astrologie derrière moi, quoi, et de spiritualité. Et là, j'étais confronté, vraiment... Ça m'a remis les idées au clair, quoi. Mais j'ai tout perdu. Du jour au lendemain, enfin, ça s'est allé sur un certain temps, j'ai tout perdu. Je me suis retrouvé à Paris, à Vichy, tout s'est écroulé, où j'étais ponctuellement à ce moment-là. Je me suis retrouvé à Paris dans une chambre de bonne, à 50 et quelques balais. Repart à zéro. Il n'y a qu'une chose qui est restée, que j'ai réussi à préserver, c'est ma démarche spirituelle, mon travail d'astrologue, qui avait disparu quand j'étais à Vichy, parce que je pensais qu'à Vichy, partout où j'allais, j'avais toujours des gens qui venaient me voir en consultation, là, que dalle. Personne. Une personne par-ci, par-là. Pas autant qu'ailleurs. Pluton carré Lune. État de crise. Je perds tout. Je me retrouve sans rien. Tout ce que j'avais accumulé de biens et tout ça, pof, je repars à zéro. Mais ça m'a permis de rembourser mes dettes néanmoins. Je me retrouve dans une chambre de bonne. Ce qui est intéressant d'ailleurs au passage, j'en ai parlé quand on a fait le cycle de la lunaison progressée, c'est que j'étais en phase balsamique du cycle de la lunaison progressée, encore un outil très important en astrologie, qui est une phase de fin de cycle, d'un cycle de 30 ans, et qui est le prélude à un nouveau cycle qui va se manifester, donc une nouvelle dynamique. Eh bien, figurez-vous que la vie est bizarre quand même. Enfin, ça c'est une manière de dire. Je me suis retrouvé dans une chambre de bonne, comme 30 ans auparavant, quand j'étais encore étudiant, où j'étais dans une chambre de bonne aussi. Et dans les deux cas, c'était à Paris. 30 ans avant, c'était rue de Rennes, à Paris. 30 ans plus tard, c'était dans le 7e, déjà plus qu'au sud, quoi. Mais dans les deux cas, c'était un vasistas, quoi. C'était sous les toits. Il y avait la tour Eiffel. À chaque fois, il y avait la tour Eiffel. Quand même, je me dis, c'est bizarre quand même. Sauf que dans le premier cas, 30 ans avant, quand j'étais étudiant, c'était une chambre de bonne. Je vous raconte tout ça. J'étais dans une chambre de bonne, mais vraiment ce qu'il y a de plus primaire. Avec, il n'y avait pas d'eau chaude, il y avait juste un robinet, un évier avec de l'eau froide. Il y avait, les toilettes étaient sur le palier, à la turque. C'était pas rigolo, quoi. Ça. Mais enfin bon, j'étais étudiant. Quand on est étudiant, tout peut passer, quoi, finalement. Et ben, là, je me retrouve dans une chambre de bonne, 30 ans plus tard, sur 10 mètres carrés. Il y avait les WC, dans la chambre de bonne, la douche, un coin kitchenette pour me faire à manger. C'était un petit appartement sur 10 mètres carrés. Vous vous rendez compte Je crois que tu es venue, non, Martine? Tu étais avec ta fille, c'est un week-end où tu es avec ta fille. Ouais, ma fille, elle venait me rejoindre pendant les vacances, quand j'étais encore dans cette chambre de bonne. Elle venait me rejoindre, et puis il y avait juste de la place pour un lit à une place, et puis je lui mettais un matelas par terre
On a enlevé la table, qui était une table pliante, là je faisais mes consultations, où je recevais les gens. Et ma fille venait, quand elle était petite, c'était génial en même temps. Et elle était contente. Elle est venue me voir il y a quelque temps, avec son copain, et puis on a évoqué des choses comme ça. Elle m'a dit, mais c'était les moments les plus merveilleux de mon enfance et de mon adolescence quand je venais te voir, et que tu me mettais ce matelas que tu dépliais par terre, et après, parce qu'on allait se balader dans Paris, on faisait des tas de trucs et tout ça. Mais pour dire, hein, quoi qu'il en soit, état de crise. Pour raconter état de crise, tout d'un coup, soit la crise m'enfonce, parce que je ne réponds pas, je ne donne pas une réponse positive, et dans ce cas-là, on retombe dans la psychologie normative, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas les causes dans la psychologie normative, on cherche juste à remettre la personne dans un état dit normal. Alors que l'état de crise, c'est la potentialité, la possibilité d'une métamorphose, de grandir encore. Et c'est là que les livres de développement personnel, d'astrologie même, que je vois, que je fais régulièrement dans des librairies, tout ça, voir ce qui sort, pour être au courant. Ils ne prennent pas en compte tout ce travail. Tout d'un coup, ça devient tout merveilleux. Tout est merveilleux. Il y a une chose qui a fait du mal, c'est la pensée positive. D'accord, il faut être positif. Mais, ou comme comment ça s'appelle, l'attraction, là, ça ne prend pas en compte la réalité du cheminement spirituel qui demande des efforts sur soi. Bien sûr, on attire à soi ce dont on a besoin. Mais on attire à soi la loi d'attraction. Hein, Isabelle. Elle existe, la loi d'attraction. Mais c'est le fruit d'un travail. C'est pas comme ça, tout d'un coup, parce qu'on va regarder les choses d'une autre manière. Je dis ça, hein, mais vous pouvez penser autrement. Hein. Mais c'est vrai que si on est dans cet état positif, même si on est mal dans sa peau, mais qu'on est dans cet état positif, on attire à soi ce qui est juste, ce qui va nous permettre de grandir, d'évoluer. Ça, c'est la psychologie transpersonnelle. Mais ça rejoint les spiritualités dans ce cas-là. Donc, voilà un peu le climat dans lequel nous allons travailler. Vous rappelez que Rudyard, comme je l'ai dit, a défié, et que vous avez lu peut-être déjà l'approche astrologique, hein, vous l'avez lu, hein, il parle de 4 fonctions. La première fonction que nous allons étudier, on va regarder dans chaque thème comment nous le vivons. Hein, je reprends mes petites notes que j'avais mises au point au fur et à mesure. Hein, j'ai toujours mes petites notes de mes recherches au fur et à mesure, quand j'ai préparé mes séminaires. Donc le besoin, première fonction, le besoin d'être un être particulier. C'est-à-dire la paire Saturne-Lune. Comme on va voir comment ça se goupille, qui peuvent donner des problématiques, effectivement, d'image père, d'image mère, etc. Des complexes pères et complexes mères, c'est comme ça que Rudyard l'aborde. Mais être un être particulier, Saturne-Lune, c'est le développement de l'ego, qui est nécessaire au premier niveau. Germaine Ollet, avec qui j'ai travaillé, et dont j'ai été l'assistant pendant plusieurs années, quand elle abordait un thème, elle disait toujours « Que vaut Saturne dans le thème ?» Que vaut Saturne? Parce qu'elle disait que si on avait un Saturne qui n'était pas présent ou bien organisé finalement, c'est le squelette Saturne, hein, c'est la colonne vertébrale. Si on n'a pas de colonne vertébrale, on se casse la gueule. Hein. Si on a, c'est les os, hein, OS, hein, Saturne. Hein, donc psychologiquement, Saturne, c'est la structure de l'ego, du jeu, hein, et donc qui est nécessaire avec la Lune, hein, la paire Saturne-Lune. Saturne, c'est la structure, l'image père, et la Lune, c'est l'image mère. C'est dans le cadre de ce que Saturne nous propose, la Lune va nous permettre de nous adapter au quotidien.
ou pas. Donc Saturne-Lune, avec toutes les problématiques qu'il peut y avoir, c'est ce que Audiard appelle la dyade de l'identification et de l'adaptation. Un psychologue québécois que je cite souvent, donc si jamais vous avez écouté des trucs que j'ai déjà fait ou lu ce que j'ai pu écrire par ailleurs ou assisté à des séminaires, je le cite très souvent, il s'appelle Benoît Rancourt. Je vois que tu connais. Tu le connais? Comment c'est? Franchir les étapes de la conscience. Je vous le conseille vivement. Ça va dans ce sens. Benoît Rancourt. R-A-N-C-O-U-R-T, tout simplement. Rancourt. Et il dit que dans un premier temps, nous sommes obligés de nous adapter. Fonction d'adaptation. Nous sommes pour exister. Je veux dire, on parle très bien dans du rôle de Saturne dans ce sens-là. Fonction d'adaptation, s'adapter au monde, des parents, de l'école et tout ça, pour se construire en tant qu'individu. C'est pour ça qu'à l'âge de 7 ans, quand Saturne arrive au premier carré de sa position natale, on appelle ça l'âge. C'est un âge particulier. Il y a l'âge de raison. Je crois que c'est là qu'est l'âge de raison. C'est l'âge de raison, oui. Parce qu'après, quand Saturne passe à l'opposé à 14-15 ans de sa position natale, on rentre tous, en principe, dans un autre âge de l'adolescence. Ouais. Donc, Saturne est nécessaire pour nous construire. Et Germaine, elle disait toujours, que vaut le Saturne? Parce que quelqu'un qui a un Saturne qui est pas bien intégré dans le thème, il ne pourra pas se construire vraiment. Ça donne un complexe, évidemment. Par contre, quelqu'un qui a un trop fort Saturne, c'est pareil. Là, il est trop rigide. Mais trop strict, trop rigide, tout ça. Donc comment, on va voir ça dans chaque thème, comment développer ça. Une fois que, en bien comme en mal, ce besoin d'être un être particulier, première fonction, il y a la deuxième fonction que nous allons étudier, chaque jour une fonction. Rudyard dit exactement, pour reprendre, comment, c'est le besoin, voilà comment il dit, le besoin de maintenir cette forme, je reprends des choses qu'il a dites par ailleurs qui ne sont pas dans le livre, mais c'est la même chose. Et ça c'est pour vous donner une autre manière de ce qu'il a dit. C'est le besoin de maintenir cette forme particulière et la qualité de cette forme. La paire Mercure-Jupiter qu'il appelle la dyade de préservation et d'association. C'est-à-dire que d'une part, avec Mercure, on apprend, avec le mental et tout ça, à nourrir cet être particulier. Ça va, Christelle? Non, tu peux répéter la première phrase, ça dit le besoin de maintenir cette forme et... De maintenir cette forme particulière et la qualité de cette forme. Et la qualité. Ouais. Donc, il nous dit, Jupiter va préserver ce qui est défini par Saturne et établi par la Lune, avec Mercure qui va permettre de faire des liens et de s'associer. Jupiter, Mercure sont des planètes très sociales finalement. On verra les complexes qui peuvent en découler, sans donner forcément un nom particulier, mais les problématiques qui peuvent en découler. Là, donc c'est la dyade de la préservation, Jupiter, et de l'association, Mercure. La troisième fonction, ou besoin, c'est le besoin de reproduire cet être particulier, notamment à travers la sexualité. La paire Mars-Vénus. Bon, en général, on va parler de la sexualité à ce niveau-là, mais parce que c'est le besoin de se reproduire. C'est un instinct primaire, quelque part. On verra les différentes formes de sexualité qui en découlent,
suivant le plan de conscience où on se situe. Hein, mais ça peut être lié à tout ce qui concerne la créativité. Hein, le Mars-Vénus, c'est la sexualité procréative, dans un premier temps, premier niveau biologique. Hein, eh bien, mais ça peut être aussi le besoin de création, quelle qu'elle soit. Hein, création artistique ou autre, on verra comment ça peut se jouer. C'est lui, là c'est Michael Mayer qui a repris tout ça, ce que je suis en train de dire. Lui, il l'appelait tout simplement diade de la sexualité et de la créativité. Ça, c'est ces trois fonctions de base. On pourrait s'arrêter là, comme je l'ai dit tout à l'heure. On pourrait s'arrêter là, et je reprends ce que Rudyard dit, qui me revient à l'esprit tout d'un coup. Où c'est qu'il a mis ça? J'ai dû le souligner quelque part. C'est-à-dire que, voilà, les trois premiers besoins de page 149 du bouquin. Les trois premiers besoins de l'existence organique que nous avons étudiés, donc les trois premières fonctions, font partie d'un domaine où les choses sont non seulement ce qu'elles sont, mais cherchent en outre à rester ce qu'elles sont et à se reproduire identiques à ce qu'elles sont. C'est ce qui se passe au niveau physiologique, mais aussi au niveau d'une société organisée, comme à celui d'une personne individuelle. Dans tous les cas, les activités qui relèvent de ces différents niveaux se produisent à l'intérieur de limites bien définies, que ce soit dans la société ou en nous-mêmes, Saturne-Lune, et suivant des patterns et des programmes plus ou moins établis. C'est pour ça que les gens qui fonctionnent de manière socioculturelle sont des gens prévisibles. Parce qu'ils ne font pas travailler sur eux-mêmes. Donc en regardant leur thème, on sait très bien quand il va y avoir tel et tel transit ce qui va se passer. Pour des personnes qui sont moins prévisibles comme nous, bien qu'on sait qu'à tel et tel transit, suivant ce qu'on est dans notre thème, il va se passer telle et telle chose, là on va essayer de donner le sens de ce pourquoi on est en train de vivre ce qu'on est en train de vivre. Pourquoi, à 50 ans, quand Pluton a fait carrer la Lune dans mon thème, et que j'ai vécu vraiment cette déflagration, plus de 50 ans, je me retrouve complètement démuni. Quel sens ça avait dans ma vie? Est-ce que c'était parce que, karmiquement, j'avais fait des trucs qu'il ne fallait pas faire? Est-ce que... Non, c'est parce que c'était une nouvelle étape dans ma vie, d'une balsamique, où la vie me proposait de grandir encore plus et d'évoluer. Sinon, je restais enfermé dans quelque chose qui ne me convenait plus. Hein? Alors, c'est ce qu'il dit. Ces activités sont liées à Saturne, Jupiter et Mars. Saturne symbolise le pouvoir formateur présent dans tout facteur structurel. Jupiter représente le sens du compagnonnage social et le besoin d'une intégration collective des activités individuelles dans, il a souligné dans, le cadre structurel imposé par Saturne, de telle sorte que chacun puisse trouver la vie plus facile et plus abondante. Développement personnel, ego trip. Hein, je reste à ce niveau-là. Le but essentiel que ces pulsions cherchent à atteindre est d'une manière générale le bonheur dans le bien-être, c'est-à-dire être agréablement et abondamment ce que l'on est. Tout simplement. On ne se passe pas d'autres questions. Hein, la quête du bonheur, je voudrais être... Bon, ce que disent les gens. Vous pouvez lire la suite. Hein, et puis quand arrive Uranus, Neptune, Pluton, la vie nous demande, si on veut bien, parce qu'on a le libre arbitre, en tout cas si on en prend conscience, la vie nous demande à sortir de la conscience socio-culturelle, la conscience de masse, pour nous transformer et devenir vraiment ce qu'on est, pas ce qu'on nous a dit qu'on devrait être, pour faire plaisir à papa, pour faire plaisir à maman, hein, ou pour faire plaisir à notre communauté de base, ou pour faire plaisir à la société, dans quelque chose de plus global. Non, là, il nous dit,
Nous avons apparemment, quand il y a les transits d'Uranus et tout ça, en effet, nous avons apparemment, page 151, atteint une nouvelle étape dans l'évolution de l'humanité et nous sommes en ce moment dans une période de transition. Le vieil ordre des choses disparaît progressivement, mais la nature du nouvel ordre est encore par trop incertaine et cette incertitude provoque un peu partout les perturbations sociales et les angoisses individuelles dont nous sommes les témoins. Alors là, il parle sur un plan historique, plus général. On sait, c'est ce qu'on est en train de vivre. Au passage, je vous signale que Joe Biden a renoncé à se présenter. Je suis ça de très près, tout ce qui se passe. Bon, ça c'est ma formation en sciences politiques, et puis journaliste, tout ça. Je regarde tout ce qui se passe, un témoin, quoi. Et on peut analyser tout ce qui s'est passé ces jours-ci, les élections chez nous et tout ça. N'oublions pas que nous sommes quand même des citoyens, malgré tout. Et on peut l'analyser sous l'angle de ce que dit Rudyard et de ce que disent. Et puis, ce qui se passe aux États-Unis est très très important pour nous. J'ai vu que des personnes que j'aime bien par ailleurs disent souvent on s'en fout des élections et de ce qui se passe dans le monde. Le but c'est d'être... Oui, bien sûr, mais moi je m'en fous pas parce que si un jour j'ai un tank devant la maison et je ne sais pas d'où il vient, je ne me serais pas préparé, par exemple. Donc je suis très près de ce qui se passe. Mais ce qu'il vient de dire, c'est vrai au niveau individuel aussi. C'est-à-dire que là, on est à un moment donné, quand on a Uranus, Neptune, Pluton, donc c'est la fonction de transcendance, le besoin de transformer l'individu en fonction d'un but et d'un devenir plus grand que ce qui est au départ, plus grand, c'est-à-dire à l'échelle de l'univers, à l'échelle de l'humanité, à l'échelle du cosmos. C'est pour ça que quand on en arrive là dans le transpersonnel, on ne peut plus être raciste, on ne peut plus être communautariste, on ne peut plus rester enfermé sur soi-même. On est des citoyens de l'univers, on est des citoyens du grand tout. Nos frères, nos sœurs, ils sont partout dans le monde, quoi, quels que soient les pays. Et moi qui ai beaucoup voyagé à l'étranger, qui ai vécu dans différents pays pendant un certain temps, notamment aux États-Unis, en Californie, quand j'étais près de Rudyard, et en Inde, j'ai vécu quand même un certain temps, et que j'ai vécu avec les habitants. Je n'ai pas fait du tourisme, je vivais avec eux. Quelle richesse ils m'ont donné ces gens-là. Dans une culture qui est moins aux États-Unis, mais quand même, mais dans des cultures qui sont quand même différentes des nôtres, en tout cas des choses qui sont différentes de nous, de notre culture française. C'est là que je me rends compte combien je suis français quand je suis à l'étranger. Pas uniquement parce que je parle un anglais avec l'accent français, me dit-on, mais parce que je vois très bien que mes conditionnements originels, auxquels je suis attaché d'ailleurs, mais sans m'identifier totalement, parce que je suis un citoyen du monde quand même, et, je me rends compte, je suis français, quoi. C'est en tout cas européen, si on se situe dans un contexte plus vaste. Mais bon, les autres cultures m'ont tellement apporté dans le cheminement vers moi-même que je ne peux pas les rejeter. Donc ça, c'est le transpersonnel. Et il dit, bien sûr, ces pouvoirs étaient présents en l'homme de tout temps, mais ils n'étaient pas utilisés au niveau collectif et en toute conscience, c'est-à-dire reconnus comme des valeurs sociales, culturelles et personnelles avérées, au point de devenir, pour l'humanité tout entière, question de vie ou de mort. Jusque-là, elles agissaient principalement, si ce n'est exclusivement, à travers des pionniers particulièrement sensibles et évolués, des mutants, ce que nous sommes finalement, en lesquels le pouvoir vaste et impersonnel d'évolution
certains diraient la volonté de Dieu, pouvait se manifester dans des conditions sortant de l'ordinaire. Et là, on rentre dans tout le travail. Donc, on n'occulte pas les problématiques initiales, hein, comme tu l'as soulevé, hein, Sophie. On ne les occulte pas, elles sont là. Seulement, on leur donne un autre sens. On les utilise comme moteur d'une transformation pour aller dans une intégration de la personnalité, dans ce qu'on appelle l'alignement entre la personnalité et l'âme. Hein, c'est-à-dire, dans l'Advaita, c'est qu'on devient Brahma, quoi. Brahma, c'est-à-dire Dieu, ou le Christ, ou Bouddha, comme vous voulez. Mais, alors évidemment, que vous dites ça à des gens qui ne sont pas là-dedans. Hein, il y a 30 ans ou 40 ans, quand je parlais de ça, hein, ou plus même, vous me regardez comme un fou. Vous me disaient, mais ça n'a pas la tête, surtout dans ma famille, mais mes parents ne comprenaient absolument pas. Et des gens qui m'ont dénigré il y a 40 ans, maintenant, ils viennent en consultation et ils commencent à faire, à s'ouvrir à tout ce que je suis en train de dire. Parce que c'est une nécessité absolue de l'époque dans laquelle on est. Donc notre rôle en tant qu'astrologue ou thérapeute, dans cette perspective transpersonnelle, c'est d'accompagner les personnes à s'ouvrir à cette dimension d'eux-mêmes, mais de l'humanité tout entière, quoi. Donc voilà les 4 fonctions. Et nous verrons comment chacune de ces fonctions, même la dernière de transcendance, peut devenir tellement problématique et excessive, par compensation avec d'autres fonctions qui ne fonctionnent pas, justement, que il va falloir réajuster le tir. Par exemple, je prends juste, et je terminerai là-dessus pour ce matin, je prends Uranus, que tout le monde peut vivre, parce que Uranus est la seule des planètes transpersonnelles qu'on peut vivre dans cette vie, dont on peut vivre le cycle de 84 ans. Uranus, c'est la première planète qu'on ne voit pas à l'œil nu. Il faut un télescope pour la voir. Et elle a été découverte par un dénommé Herschel et par quelqu'un d'autre aussi, dans les années 1780. Et vous savez que quand on découvre une nouvelle planète, et qu'on dit que c'est une nouvelle planète, comme c'est le cas d'Uranus, puis de Neptune, puis de Pluton, non seulement pour lui donner le sens psychologique et spirituel qu'elle renferme, on regarde sa position dans l'univers, comment elle fonctionne. Par exemple, Uranus, on sait qu'il a une orbite qui est très bizarre, excentrique, quoi. Ça, c'est déjà une première approche. C'est la première planète qu'on ne voit pas à l'œil nu. On regarde aussi ce qui s'est passé au moment de la découverte de cette planète. On montre le thème de la découverte de la planète. On regarde ce qui se passait dans le ciel à ce moment-là. Avec Berton, on avait beaucoup travaillé là-dessus. Découverte d'Uranus, découverte de Neptune, Pluton. Mais ce que je retiens d'Uranus, en l'occurrence, pour l'instant, c'est qu'Uranus a été découvert au moment de la Révolution française et de la Révolution américaine. D'ailleurs, c'est pour ça que la France et les États-Unis sont assez liés, historiquement parlant, parce que sans l'aide de la France, les États-Unis n'auraient pas pu exister. Vous savez, Lafayette. Lafayette, nous voilà, enfin voilà. C'est-à-dire que les troupes françaises ont aidé les insurgés américains contre les Anglais, et c'est comme ça que les États-Unis ont pu se créer, quoi. D'ailleurs, les Américains de l'époque, Benjamin Franklin, George Washington, étaient des fervents francophiles. Ouais, très proches de... Bon, la France avait une certaine aura à cette époque. Mais la Révolution française, on remet en cause l'ordre établi, l'ancien ordre, qui était devenu tyrannique, qui était devenu normatif et tout ça, et on fait la révolution. Et on s'ouvre à d'autres dimensions de nous-mêmes, aller vers l'inconnu, comme dit
Krishnamurti. Mais il y a des gens qui sont très marqués par Uranus, qui ont une dominante uranienne, ce qui est mon cas, et qui sont compulsifs, des uraniens compulsifs, comme je l'ai été moi dans mon enfance, mon adolescence. Je voulais faire la révolution, je voulais tout casser, je voulais tout transformer. Uranien compulsif. Alors que la véritable révolution, c'est celle qu'on fait en dedans de soi, quoi. Hein, la révolution intérieure. Comme dit Krishnamurti, comment il l'appelle, la révolution? Il y a un titre d'un livre. Bon. Donc voilà, Uranus, on peut être très compulsif aussi avec les besoins de transcendance parce qu'ils sont très forts dans notre thème. Donc ils vont prendre des formes psychologiques destructrices et négatives tant qu'on ne les a pas intégrées d'une manière positive, évidemment. Vous voyez? Alors c'est le panorama de la semaine. Donc on va prendre chaque fonction et puis voir comment tout ça évolue. La fonction de transcendance, elle est claire. Je viens d'en dire des mots. Mais on va bien travailler sur Saturne-Lune d'abord, bien sûr, et sur Mercure-Jupiter et sur Mars-Vénus. Comment faire en sorte que ces problématiques initiales qu'on voit bien dans notre thème sont à la fois des problématiques qui peuvent donner lieu à des complexes, mais comme elles sont aussi des moteurs à notre transformation. Bien, voilà pour le climat général de ce que je voudrais partager avec vous pendant la semaine. On va, il est 12h30, faire une petite manger, c'est l'heure de manger, après les nourritures célestes, les nourritures terrestres. Donc pour ceux qui sont là, on peut manger ensemble. Juste une petite... Que rien ne nous est donné pour nous écraser, qu'il y a une force d'apprentissage dans chaque qualité qui nous visite, et que souvent c'est justement ce mal-être qui va nous mettre en chemin, qui va nous faire obliquer sur le chemin, qui va nous faire partir dans une direction qui sera plus véritable, qui sera qui répondra davantage à notre appel, à notre désir profond. Donc, moi, je plains seulement les personnes qui n'ont ni maladie, ni crise, ni difficulté, parce qu'elles flottent à la surface des choses.